Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre, c'est parti. Une fuite d'huile peut sembler être un simple petit désagrément, mais elle peut aussi devenir le début d'une panne très coûteuse si on la laisse traîner. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réparer une fuite d'huile avec méthode, repérer l'origine exacte, comprendre si la situation est urgente, éviter les erreurs qui peuvent coûter un moteur et réparer proprement les cas les plus courants. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais aussi vous montrer le piège classique qui fait croire que la fuite vient d'un joint, alors qu'elle vient en réalité d'une pièce située beaucoup plus haut, et c'est exactement ce genre d'erreur qui peut vous faire remplacer des pièces pour rien, perdre du temps, salir votre moteur, et continuer à avoir des gouttes d'huile sous la voiture comme si vous n'aviez rien fait. Quand je vois une tache d'huile sous une voiture, je ne panique pas, mais je ne l'ignore jamais. L'huile, c'est le sang du moteur. Elle lubrifie les pièces en mouvement, elle aide à refroidir certaines zones, elle limite l'usure, elle protège contre la corrosion et elle permet au moteur de tourner sans se détruire. Une petite fuite peut rester simple et peu coûteuse si on la traite tôt, mais elle peut devenir beaucoup plus sérieuse si on roule longtemps avec un niveau trop bas, si l'huile tombe sur une courroie, si elle coule près d'une pièce chaude ou si elle finit par masquer un autre problème. La première chose que je fais, avant même de prendre une clé ou de démonter quoi que ce soit, c'est observer. Je regarde la couleur de la trace, sa position, son odeur, sa texture, et je vérifie si c'est vraiment de l'huile moteur. Beaucoup de conducteurs confondent l'huile moteur avec le liquide de direction assistée, le liquide de boîte, le liquide de frein, ou même un mélange de graisse et d'eau sale. L'huile moteur usée est souvent brune ou noire, assez grasse entre les doigts, avec une odeur caractéristique. L'huile de boîte peut être plus épaisse et parfois sentir très fort. Le liquide de frein est plus clair, plus fluide et il attaque certaines surfaces peintes. Le liquide de refroidissement, lui, peut être coloré et laisse parfois un dépôt sucré ou cristallisé. Donc, quand je dis que je répare une fuite d'huile, je commence par être sûr que je parle bien de l'huile moteur, parce qu'un bon diagnostic vaut mieux qu'une réparation au hasard. Ensuite, je vérifie le niveau d'huile avec la jauge, voiture posée à plat et moteur arrêté depuis quelques minutes. Si le niveau est déjà en dessous du minimum, je ne démarre pas comme si de rien n'était. Je complète avec l'huile adaptée au moteur, sans dépasser le maximum, puis je cherche la cause. Trop d'huile peut aussi créer des fuites parce que la pression dans le carter augmente et les joints se mettent à souffrir. C'est une erreur que je vois souvent. Quelqu'un découvre une fuite, ajoute 1 litre, puis encore un demi-litre et finit par aggraver le problème. Je préfère mesurer, essuyer la jauge, recommencer la lecture et avancer calmement. Une fois le niveau contrôlé, je passe à la partie la plus importante, localiser précisément l'origine de la fuite. Et là, je vais être clair, une fuite d'huile ne se cherche pas seulement en regardant le point le plus bas du moteur. L'huile obéit à la gravité. Elle coule, elle se disperse avec le vent quand la voiture roule, elle se colle à la poussière, elle peut passer d'un côté à l'autre sur un carter ou une traverse. Si vous voyez une goutte au niveau du carter d'huile, cela ne veut pas automatiquement dire que le joint de carter est mort. L'huile peut venir du cache culbuteur, descendre derrière le moteur, longer un support puis tomber plus bas. C'est pour ça que je nettoie toujours avant de conclure. Je protège les éléments électriques sensibles, j'utilise un nettoyant adapté ou un dégraissant, je travaille moteur froid, je rince si le produit le permet, puis je sèche. Je ne cherche pas à noyer le moteur avec de l'eau sous pression, surtout sur les connecteurs, les bobines, l'alternateur ou les capteurs. Je veux simplement enlever la vieille huile, retrouver une surface propre et pouvoir repérer une trace fraîche. Une fois que tout est propre, je fais tourner le moteur quelques minutes au ralenti, puis je regarde avec une lampe. Si rien n'apparaît, je fais un petit trajet, je reviens, je remets la voiture sur un sol propre ou sur un carton et je contrôle de nouveau. Parfois, la fuite n'apparaît qu'à chaud, quand l'huile devient plus fluide et que les métaux se dilatent. Parfois, elle n'apparaît qu'en pression, quand le moteur monte dans les tours. Parfois, elle est tellement lente qu'il faut attendre le lendemain pour voir une goutte. Le carton au sol est très utile parce qu'il me donne la position approximative de la chute, avant, arrière, côté distribution, côté boîte, centre du moteur. Ce n'est pas la preuve définitive, mais c'est un indice. Quand la fuite est vraiment difficile à voir, j'utilise une méthode simple. Je saupoudre légèrement certaines zones avec du talc ou une poudre fine après nettoyage. L'huile fraîche laisse alors un chemin beaucoup plus visible.
Il existe aussi des traceurs fluorescents à ajouter à l'huile, avec une lampe UV, mais je garde ça pour les cas où la fuite est vraiment sournoise ou quand plusieurs zones sont déjà sales. Le principe reste toujours le même, je veux voir le premier endroit humide, pas seulement la dernière goutte. Maintenant, parlons des causes les plus fréquentes. Une des fuites les plus simples vient du bouchon de vidange. Si la rondelle d'étanchéité est usée, écrasée, réutilisée trop souvent ou mal placée, l'huile peut suinter juste autour du bouchon. Si le bouchon a été serré trop fort, le filetage du carter peut être abîmé. Si le bouchon est trop peu serré, il peut laisser passer l'huile. Dans ce cas, je ne commence pas par serrer comme un fou, parce qu'un carter en aluminium peut se détériorer très vite. Je vérifie plutôt si la fuite vient bien de la zone du bouchon. J'essuie, j'observe, et au moment de la vidange, je remplace la rondelle par une neuve du bon diamètre. Je remets le bouchon proprement, je serre au couple recommandé quand j'ai la valeur, ou au moins avec une main raisonnable si je suis dans une réparation de base. Le bon geste, ce n'est pas de prouver sa force, c'est d'obtenir l'étanchéité sans détruire le filetage. Si le filetage est déjà abîmé, on peut parfois poser un bouchon de réparation ou refaire le filetage avec une solution adaptée. Mais là, je préfère être prudent, parce qu'une mauvaise réparation sur un carter peut se transformer en perte d'huile importante. L'autre fuite très fréquente, c'est le filtre à huile. Après une vidange, si le joint de l'ancien filtre est resté collé sur le support et qu'on visse un nouveau filtre par-dessus, on se retrouve avec deux joints l'un contre l'autre et l'huile peut sortir très vite. C'est une erreur classique. Quand je remplace un filtre, je vérifie toujours que l'ancien joint est bien venu avec l'ancien filtre. Je nettoie la portée, je lubrifie légèrement le joint neuf avec un peu d'huile propre, je visse à la main jusqu'au contact, puis je serre selon les indications du filtre. Là encore, trop serré n'est pas une bonne idée. Un filtre écrasé, mal aligné ou monté sur une portée sale peut fuir. Si la fuite vient du filtre, je coupe le moteur, j'essuie, je contrôle le montage et je remplace si nécessaire. Je ne roule pas avec un filtre qui goûte franchement, parce que la pression d'huile peut vider le moteur plus vite qu'on ne l'imagine. Une autre zone très courante, surtout sur les moteurs qui ont quelques années, c'est le joint de cache culbuteur. Le cache culbuteur est en haut du moteur et son joint durcit avec la chaleur. Quand il perd son élasticité, l'huile commence à suinter sur les côtés. On voit souvent de l'huile le long de la culasse, parfois près des puits de bougie, parfois à l'arrière du moteur. Le problème, c'est que cette huile descend ensuite et donne l'impression que le bas moteur fuit. Pour remplacer ce joint, je travaille moteur froid, je débranche ce qui gêne sans tirer sur les faisceaux, je prends des photos avant de démonter pour être sûr de tout remettre correctement, puis je retire les vis du cache. Je fais attention à ne pas casser un cache en plastique fragile. Une fois le cache enlevé, je retire l'ancien joint, je nettoie les gorges et les surfaces de contact sans faire tomber de saleté dans le moteur. Je n'utilise pas un outil agressif qui raye la culasse. Je pose le joint neuf bien en place. Sur certains moteurs, il faut ajouter une petite quantité de pâte d'étanchéité uniquement dans les angles, par exemple aux jonctions de demi-lune ou de plans de joint, mais je n'en mets jamais partout comme de la confiture. Trop de pâte peut se détacher et aller boucher un passage d'huile. Ensuite, je repose le cache, je serre progressivement, en croix ou du centre vers l'extérieur selon la forme, et surtout, je ne serre pas excessivement. Beaucoup de fuites reviennent parce que le cache a été déformé par un serrage brutal. Après remontage, je nettoie les anciennes traces, je démarre, je laisse chauffer et je contrôle. Si de l'huile est tombée sur l'échappement, il peut y avoir une odeur de brûlé ou un peu de fumée au début, mais si ça continue, je coupe et je vérifie. Il y a aussi les fuites autour du capteur de pression d'huile ou du contacteur d'huile. Cette petite pièce peut suinter par son filetage ou directement par son corps. Parfois, on voit de l'huile dans le connecteur. Si je constate ça, je ne me contente pas d'essuyer. Je remplace le capteur par une pièce adaptée, je nettoie le connecteur et je vérifie le type d'étanchéité nécessaire. Certains capteurs ont une portée conique. D'autres utilisent une rondelle ou un produit d'étanchéité spécifique. Là encore, il faut éviter l'excès, surtout près des circuits d'huile. Une fuite de capteur peut paraître minime, mais comme elle se situe souvent sur une zone pressurisée, elle peut augmenter rapidement.
Le joint de carter d'huile est une autre possibilité. Le carter est en bas du moteur et son étanchéité peut être assurée par un joint classique ou par une patte spéciale. Avant de condamner le carter, je vérifie que la fuite ne vient pas d'en haut, du bouchon de vidange, du filtre ou d'un support de filtre. Si le carter fuit vraiment sur son plan de joint, la réparation demande souvent de vidanger l'huile, de déposer le carter, de nettoyer parfaitement les surfaces et de reposer avec le bon joint ou la bonne patte. Le nettoyage est essentiel. Une surface grasse empêchera l'étanchéité. Une vieille pâte mal retirée créera une surépaisseur. Une vis oubliée ou serrée de travers peut fissurer un carter. Quand j'utilise une pâte d'étanchéité, j'applique un cordon régulier, pas un énorme paquet, et je respecte le temps de prise si le produit l'exige. Ensuite, je serre progressivement toutes les vis. Je ne remplis pas toujours immédiatement si le produit doit polymériser. Ce genre de détail fait la différence entre une réparation propre et une fuite qui revient le lendemain. Sur certains véhicules, déposer le carter est simple. Sur d'autres, il faut bouger une traverse, un échappement ou un support. Et dans ce cas, il faut savoir reconnaître ses limites. Je préfère qu'un propriétaire fasse une réparation sûre plutôt qu'une réparation commencée au sol, mal soutenue, avec une voiture instable. La sécurité passe avant tout. Je ne travaille jamais sous une voiture tenue seulement par un cric. J'utilise des chandelles, un sol plat, je bloque les roues, je porte des gants et des lunettes quand je nettoie. L'huile chaude brûle, un moteur chaud brûle, un échappement chaud brûle, et une voiture qui tombe peut tuer. Une fuite d'huile n'est pas une raison pour prendre des risques absurdes. Les joints spi de vilebrequin ou d'arbre à cames sont plus délicats. Côté distribution, une fuite peut contaminer la courroie, et là, il ne faut pas traîner. Une courroie imbibée d'huile peut se dégrader, glisser ou casser, et sur beaucoup de moteurs, cela peut entraîner de gros dégâts internes. Si je vois de l'huile derrière un carter de distribution, je prends ça très au sérieux. Il peut s'agir d'un joint d'arbre à cames, d'un joint de vilebrequin, d'un joint de pompe à huile ou d'un autre élément dans la zone. La réparation peut demander de déposer la courroie ou la chaîne, de caler le moteur et de respecter des procédures précises. Si vous n'êtes pas habitué à la distribution, je ne vous conseille pas d'apprendre dessus au hasard. Une erreur d'une dent peut suffire à faire tourner le moteur mal, voire à le casser. Côté boîte de vitesse, une fuite entre le moteur et la boîte peut venir du joint spi arrière de vilebrequin. C'est souvent une réparation lourde parce qu'il faut déposer la boîte ou l'embrayage sur certaines voitures. Là, je diagnostique soigneusement, car il ne faut pas confondre huile moteur et huile de boîte. L'huile moteur vient souvent de plus haut ou du joint arrière. L'huile de boîte peut avoir une odeur différente et une texture différente. Si l'embrayage est contaminé, on peut avoir des patinages ou des vibrations. Dans ce cas, la réparation ne se limite pas toujours au joint. Il faut parfois remplacer l'embrayage si le disque a absorbé de l'huile. Sur les moteurs turbo, je vérifie aussi les durites et conduites d'huile du turbo. Le turbo est lubrifié par l'huile moteur avec une arrivée et un retour. Une conduite fissurée, un joint cuivre fatigué, un raccord mal serré ou un retour bouché peuvent provoquer une fuite. Le turbo travaille à très haute température, donc une fuite d'huile dans cette zone peut fumer, sentir fort et devenir dangereuse. Je laisse toujours refroidir avant d'intervenir autour du turbo et je ne confonds pas un léger film d'huile dans l'admission avec une fuite externe importante. Un peu de vapeur d'huile dans le circuit d'admission peut être normal selon le système de ventilation du carter, mais une coulée visible, une consommation d'huile excessive ou une fumée bleue à l'échappement doivent être examinées sérieusement. Justement, la ventilation du carter est un point que beaucoup oublient. Si le système de reniflard ou de valve de ventilation est bouché, la pression interne du moteur augmente et l'huile cherche à sortir par les joints les plus faibles. Dans ce cas, vous pouvez remplacer un joint, puis voir une autre fuite apparaître ailleurs. Quand je vois plusieurs suintements en même temps, ou un moteur qui pousse l'huile par le bouchon, la jauge ou les joints, je pense à vérifier la ventilation du carter. Une durite écrasée, un séparateur d'huile bouché ou une valve défectueuse peut transformer le moteur en cocotte minute. Réparer la fuite sans corriger cette pression, c'est traiter le symptôme sans traiter la cause. Il faut aussi parler des additifs anti-fuite. Je sais que c'est tentant. On verse un produit, on roule et on espère que le problème disparaît. Personnellement, je les considère comme une solution de dépannage, pas comme une vraie réparation.
Certains produits peuvent assouplir légèrement des joints anciens et réduire un suintement, mais ils ne répareront pas un joint déchiré, un carter fissuré, un filtre mal monté, une rondelle écrasée ou un capteur qui fuit. Et si le moteur a des passages d'huile sensibles, je n'aime pas ajouter n'importe quoi. Le bon réflexe reste de trouver l'origine. Si la fuite est minime, si la voiture doit juste rentrer à la maison, si on surveille le niveau, pourquoi pas dans une situation très précise, mais je ne base jamais une réparation sérieuse sur une promesse magique. Un autre cas que je rencontre souvent, c'est la fuite qui apparaît juste après une vidange. Là, je pense immédiatement au bouchon, à la rondelle, au filtre, au joint double, au filtre mal serré, au bouchon de remplissage mal remis ou à de l'huile renversée pendant le remplissage. Parfois, il n'y a pas de fuite réelle. Quelqu'un a versé de l'huile à côté, elle a coulé sur le moteur, puis elle tombe pendant 2 jours. C'est pour ça que je nettoie et que je contrôle. Une trace ancienne ne doit pas être confondue avec une fuite active. Si je nettoie et que plus rien ne revient après plusieurs trajets, le problème était peut-être seulement une salissure. Si la trace réapparaît au même endroit, alors je répare. Pour bien travailler, je prépare toujours ce dont j'ai besoin avant de commencer. Je veux de l'éclairage, des chiffons, un bac de récupération, des gants, un nettoyant, les joints neufs adaptés, l'huile correcte si je dois vidanger, une clé appropriée, éventuellement une clé dynamométrique et surtout du temps. La précipitation est l'ennemi de l'étanchéité. Si je démonte un cache et que je découvre que le joint neuf n'est pas le bon, je ne remonte pas l'ancien en espérant un miracle. Si une vis tombe dans un endroit inaccessible, je la récupère avant de démarrer. Si un connecteur est cassant, je prends mon temps. Les petites négligences deviennent de grosses pannes. Quand la réparation est terminée, je ne considère pas le travail fini tant que je n'ai pas fait un contrôle après roulage. Je remplis l'huile au bon niveau si j'ai vidangé, je démarre, je vérifie que le voyant de pression d'huile s'éteint normalement, je regarde sous la voiture, je laisse monter en température, je coupe, j'attends quelques minutes, je contrôle le niveau. Ensuite, je fais un trajet court, je reviens, j'inspecte avec une lampe. Le lendemain, je vérifie encore. C'est la seule manière d'être certain que la fuite est réellement réparée. Un moteur peut rester propre au ralenti et fuir seulement en roulant. À l'inverse, il peut laisser tomber quelques gouttes d'huile ancienne coincées dans un recoin, puis ne plus rien perdre. Donc, je juge sur plusieurs observations. Je tiens aussi à dire quelque chose d'important. Toutes les fuites n'ont pas la même urgence. Un léger suintement autour d'un cache-culbuteur, sans baisse notable du niveau, peut être surveillé quelques jours le temps de préparer la réparation. Une fuite qui goûte au sol à chaque arrêt demande une intervention rapide. Une fuite qui coule sur l'échappement, qui fume, qui sent le brûler ou qui atteint la courroie de distribution, c'est beaucoup plus urgent. Une fuite accompagnée d'un voyant d'huile rouge, d'un bruit de claquement, d'une chute du niveau ou d'une perte de pression, là, je coupe le moteur. Le voyant d'huile rouge n'est pas un rappel d'entretien, c'est un signal de danger. Continuer à rouler avec une pression d'huile insuffisante peut détruire un moteur en quelques minutes. Si vous devez déplacer la voiture, faites-le seulement si le niveau est correct et si la fuite n'est pas massive. Sinon, mieux vaut faire remorquer que payer un moteur. Pour éviter les fuites à l'avenir, je respecte les intervalles d'entretien, j'utilise une huile de viscosité adaptée, je remplace les joints de vidange, je monte des filtres corrects, je ne serre pas à l'excès et je garde le moteur propre. Un moteur propre n'est pas seulement plus joli, il est plus facile à diagnostiquer. Je surveille aussi les odeurs, les fumées, les taches au sol et la consommation d'huile. Je préfère repérer un suintement au début plutôt que découvrir un carter vide sur l'autoroute. Je conseille aussi de ne pas ignorer les petites traces autour des puits de bougies. Si l'huile remplit des puits, elle peut abîmer les bobines, provoquer des ratés d'allumage, faire trembler le moteur, allumer un voyant moteur et transformer une simple fuite de joint en problème d'allumage. Dans ce cas, je remplace les joints du cache et les joints de puits si le moteur en possède, puis je nettoie avant de remettre les bobines. Je fais attention aux moteurs modernes avec beaucoup de plastique. Les caches, les reniflards, les raccords rapides et les petits tuyaux deviennent cassants avec l'âge et la chaleur. Si je force, je crée une nouvelle panne. Je préfère bouger doucement, chauffer légèrement un tuyau si nécessaire, appuyer sur la languette correcte et remplacer les pièces fragiles si elles se fissurent. Quand je démonte, je note l'emplacement des vis, car elles n'ont pas toujours la même longueur. Une vis trop longue au mauvais endroit peut fissurer une pièce ou traverser une zone sensible. Je pense aussi aux couples de serrage, surtout sur les carters, les caches et les pièces en aluminium.
Beaucoup de gens croient qu'une fuite se règle en serrant plus. En réalité, une fuite se règle en ayant des surfaces propres, un joint correct, une pression interne normale et un serrage régulier. Serrer plus peut écraser le joint, déformer le plan de joint, casser une vis, arracher un filetage et rendre la réparation beaucoup plus chère. Si vous retenez une seule idée de cette vidéo, retenez celle-ci. On ne répare pas une fuite d'huile en devinant, on la répare en suivant la trace depuis le haut sur un moteur propre avec méthode. Je veux que vous soyez capable de regarder votre voiture avec calme. Vous voyez une tache, vous vérifiez le niveau. Vous confirmez que c'est de l'huile moteur. Vous nettoyez, vous faites tourner, vous contrôlez après roulage. Vous identifiez la zone exacte. Ensuite seulement, vous remplacez la rondelle, le filtre, le joint, le capteur ou la pièce concernée. Cette méthode évite les dépenses inutiles et donne un résultat durable. Et quand la réparation dépasse votre niveau, ce n'est pas un échec de demander à un professionnel. Au contraire, c'est souvent la décision la plus intelligente, surtout pour les joints derrière la distribution, les joints côté boîte, les turbos difficiles d'accès ou les carters compliqués. Ce qui compte, c'est de comprendre ce qui se passe, de ne pas se faire vendre n'importe quoi et de savoir expliquer précisément les symptômes. Quand vous arrivez au garage en disant simplement que la voiture perd de l'huile, le diagnostic commence de zéro. Quand vous arrivez en disant que la fuite apparaît moteur chaud, côté filtre, après nettoyage, avec une goutte sous le support, vous donnez déjà une direction claire. Avant de terminer, je veux revenir sur un détail que je considère essentiel. Après une fuite, nettoyez l'huile répandue. L'huile qui reste sur un échappement peut fumer. L'huile sur une courroie d'accessoires peut la faire patiner et la détériorer. L'huile sur des cils en bloc ou des caoutchoucs peut les abîmer avec le temps. L'huile sur le sol est glissante et polluante. Je récupère toujours les chiffons souillés et l'huile usagée correctement. Je ne laisse pas couler dans la rue ou dans une évacuation. Une réparation propre, c'est aussi une réparation responsable. Voilà comment moi, Didier Manson, j'aborde une fuite d'huile. Pas de panique, pas de bricolage aveugle, mais une vraie méthode. Je commence par protéger le moteur en contrôlant le niveau. Je confirme le liquide, je nettoie, je localise, je répare la cause et je vérifie après roulage. Avec cette logique, vous pouvez résoudre les fuites les plus simples, reconnaître les situations dangereuses et éviter de transformer une petite trace sous la voiture en grosse facture. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous savez maintenant que la dernière goutte n'est pas toujours l'origine, que le serrage excessif n'est pas une solution, que le bon joint au bon endroit vaut mieux qu'un tube entier de pâte et que le contrôle après réparation est aussi important que la réparation elle-même. Prenez votre temps, travaillez en sécurité, gardez un œil sur votre niveau d'huile et votre moteur vous remerciera longtemps.